Au cœur de Paris, sur une place commémorative près des Champs, Élysées, sous le soleil de plomb d'un après-midi du 14 juillet, Amélie Dubois fut violemment projetée au sol, sur les pavés couverts de poussière. Sa chemise blanche était déchirée et sa coupe de cheveux courte et soignée était maintenant en désordre. Dans ses yeux, une flamme de colère brûlait intensément. 4 hommes qui l'entouraient éclataient de rire de manière odieuse. « Hé, la vieille, on t'avait dit de pas nous casser les couilles, de tracer ta route. » La voix rauque de Tristan Leclerc lui déchira les tympans. La grosse chaîne en or à son cou brillait sous le soleil. Il cracha par terre et se moqua d'elle. Une femme qui n'écoute pas, ça mérite une bonne leçon pour lui ouvrir les yeux. Son pied s'abattit lourdement sur son épaule. Amélie retint un gémissement de douleur. La foule autour commença à chuchoter. « Mon Dieu, quelle bande de racailles !» Que quelqu'un appelle la police, mais personne n'osait intervenir. Dans les yeux des voyous brillait une folie violente. Ils se moquaient des personnes âgées qui ricanaient devant l'atmosphère solennelle de la cérémonie. La sacralité de la fête nationale s'était évaporée face à leur comportement agressif. Leur allure n'était pas humaine, mais celle d'une meute de bêtes sauvages. Ils paradaient, exhibant leur force, transformant la place en un chaos indescriptible. Il n'y avait chez eux ni hésitation ni culpabilité. Leurs mains brutales et leurs insultes étaient comme des poignards s'enfonçant profondément dans l'esprit d'Amélie. Elle avait servi 10 ans dans les forces spéciales, enduré des entraînements infernaux, participé à d'innombrables missions antiterroristes et opérations d'infiltration. Dans les situations les plus extrêmes, elle n'avait jamais perdu son sang-froid. Mais à cet instant, elle était submergée par une humiliation et une indignation qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. En plein jour, sur la place commémorant la fête nationale, elle était piétinée comme un insecte. Les rires des voyous qui l'entouraient semblaient vouloir lui arracher les bras. Tristan Leclerc la regarda de haut, narquois. « Alors, t'as compris maintenant? T'as compris comment la vie fonctionne ?» C'est à ce moment-là qu'Amélie releva lentement la tête, ses yeux n'exprimant plus la moindre contraction de douleur. Ils étaient froids et calmes, comme si toute émotion avait disparu. Son regard était aussi profond que l'océan, mais au cœur de cet océan, une tempête gigantesque se préparait. Elle esquissa un léger sourire, un sourire sans chaleur, empreint d'une aura mortelle. Elle fixa Tristan Leclerc et dit « Pardon, tu peux répéter ça une fois de plus ?» Sa voix était grave et posée, mais elle cachait une force irrésistible, comme le craquement de la glace qui se brise. Les rires de Tristan Leclerc et de ses complices s'éteignirent brusquement. Ils ressentirent une peur instinctive face à son regard. Leurs corps se figèrent. Cette femme n'était pas la créature faible qu'ils venaient de piétiner. L'aura qui l'enveloppait avait changé en un clin d'œil. Ce n'était pas l'image d'Amélie Dubois, une simple professeure d'EPS de lycée qui avait quitté l'uniforme 2 ans plus tôt. C'était l'image d'Amélie Dubois, soldat des forces spéciales, comme si elle revenait tout droit de l'enfer. Elle se releva lentement, la poussière tombant de ses vêtements. Dans chacun de ses gestes, il n'y avait aucune hésitation. L'atmosphère devint tendue à en couper le souffle, comme le calme avant la tempête. « Tu disais quoi? Répète un peu voir. » La voix d'Amélie était ferme. Elle plongea son regard dans celui de Tristan Leclerc. Il déglutit difficilement, une sueur froide coulant le long de son dos. Il avait connu d'innombrables bagarres, mais c'était la première fois qu'il faisait face à un tel regard. Il avait l'impression que son adversaire n'était pas humain, mais une bête féroce. Il sentit instinctivement le danger, mais il était trop tard. Au moment où son pied avait piétiné son épaule, leur sort était scellé. Le regard d'Amélie annonçait le prélude de la vengeance. Un regard si froid que toute émotion semblait s'être évaporée, glaçant le cœur de Tristan Leclerc. Sous le soleil de la fête nationale, l'âme de celle qui avait été piétinée s'était réveillée. La femme qui se tenait devant eux n'était plus une victime impuissante. Elle était le juge qui allait punir leur arrogance et leur violence. Le son de l'acier avait commencé à résonner. Mais ce n'était pas le son de son acier, c'était celui qui annonçait le début de la vengeance pour toutes les injustices sur cette terre
et pour les cris des faibles. Sa question froide n'était pas une simple parole, c'était un dernier avertissement. Et le prix à payer pour ignorer cet avertissement serait terrible. Tristan Leclerc déglutit, tous les poils de son corps se hérissèrent, une sueur froide parcourant son échine. Cette femme n'était pas la créature faible qu'il venait de piétiner. L'aura qui émanait d'elle n'était pas celle d'une personne ordinaire. Elle ressemblait à la pression menaçante d'une bête sauvage. Son regard était empli d'une intention meurtrière. Amélie le fixa intensément dans les yeux. « Répète-le. Je veux me souvenir précisément de ce que j'ai entendu. » Sa voix était toujours calme, mais elle dissimulait une intention meurtrière à glacer le sang. Tristan Leclerc recula instinctivement d'un pas. Ses sbires, ne comprenant pas la situation, affichaient des visages perplexes. « Chef, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une vieille, non ?» Leurs paroles n'atteignirent pas les oreilles d'Amélie. Dans son esprit, d'innombrables souvenirs du passé défilaient. Il y a 2 ans, elle était l'une des meilleures femmes des forces spéciales françaises, chef d'équipe tactique d'un régiment d'élite. Elle avait commencé sa carrière militaire au début de la vingtaine. À 20 ans, elle intégra l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, s'engageant sur la voie d'un officier d'élite. Après avoir obtenu son diplôme, elle choisit une unité que tout le monde redoutait, les forces spéciales. Au sein de celle-ci, elle se porta volontaire pour rejoindre le régiment le plus prestigieux, secret et exigeant. Aucune femme militaire n'y avait jamais servi. Tout le monde s'était moqué d'elle. Une femme là, dedans, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Mais sa volonté était inébranlable. « Je veux prouver par moi-même à quel point je suis forte. » Sa réponse ne laissa personne sans voix. Le premier jour où elle rejoignit l'unité, l'enfer commença. Entraînement sous surveillance 24 heures, divisé par 24, sans sommeil. Entraînement d'immersion dans l'eau glacée pour endurer un froid extrême. Entraînement de marche de dizaines de kilomètres sans nourriture et entraînement au corps à corps avec des balles réelles parmi des dizaines de camarades masculins, elle était la seule femme. Elle s'entraîna 2 à 3 fois plus que les autres. Même avec des déchirures musculaires et des fractures, elle n'abandonna jamais. Son esprit était plus dur que l'acier. Son habileté au tir surhumaine et ses capacités tactiques exceptionnelles stupéfièrent tous ses camarades. Jusqu'au jour de sa démobilisation, elle n'avait jamais commis la moindre erreur. Chaque mission était parfaitement exécutée. Elle avait participé à de multiples opérations d'infiltration et, lors de missions antiterroristes, elle s'était distinguée en sauvant des otages. Jusqu'à son départ, elle resta une légende dans l'armée. Elle était retournée à la vie civile il y a 2 ans. Elle se tenait sur une estrade, devenue professeure d'éducation physique dans un lycée. Chaque matin, elle commençait une journée normale avec les rires des élèves. Elle ne tenait plus de fusil. À la place de l'uniforme lourd, elle portait une tenue de sport confortable. Pour ses élèves, elle était une enseignante douce. Mais dans son regard subsistait l'ombre d'un soldat des forces spéciales. La vie d'enseignante lui avait donné un nouveau sens. Celui de protéger et de prendre soin des autres. Elle ne se battait plus pour la patrie. À la place, elle se consacrait discrètement aux enfants et aux plus faibles de la société. Elle assistait à la cérémonie de la fête nationale pour des raisons purement personnelles. Son père était un ancien combattant de la guerre d'Algérie. Même pendant son service militaire, elle gardait toujours à l'esprit les conseils de son père. Son père disait que la vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transformer l'ennemi en allié. Il disait qu'au lieu de haïr l'ennemi, il fallait le voir comme une victime de son temps. Elle avait toujours gardé ces paroles dans son cœur. Ainsi, chaque année, le jour de la fête nationale, elle assistait à la cérémonie pour honorer la mémoire de son père. Commémorer son père dans une atmosphère de paix était son rituel annuel. Mais aujourd'hui, cette paix avait été brisée. Des jeunes, en pleine santé, s'étaient moqués des personnes âgées qui s'étaient sacrifiées pour le pays. Leur manque de respect avait laissé une blessure profonde dans le cœur d'Amélie. En tant que fille d'un ancien combattant et personne ayant défendu le pays, elle ne pouvait pas rester indifférente. La colère réprimée en elle commença à bouillonner.
et la violence brute ainsi que les insultes de Tristan Leclerc furent l'huile sur le feu. Même la patience extrême, forgée dans les forces spéciales, atteignit sa limite à cet instant. Elle n'était plus une simple enseignante. Son regard avait déjà tué Tristan Leclerc depuis longtemps. Répète un peu voir. Elle répéta une fois de plus. Sa voix était encore plus grave. Tristan Leclerc était figé comme de la glace, n'osant pas bouger. Il déglutit avec horreur. Ses sbires semblaient perplexes face à la réaction étrange de leur chef. Ils ne savaient pas que la femme d'apparence ordinaire qu'ils méprisaient était en réalité un démon revenu de l'enfer. Leur sort était scellé. Le regard glacial d'Amélie prédisait leur avenir. Ils s'en étaient pris à la mauvaise personne et le prix à payer serait terrible. La sueur perlait sur le front de Tristan Leclerc. Son cœur battait la chamade comme un tambour de guerre. La femme devant lui n'était plus la faible créature qui gisait à ses pieds quelques instants plus tôt. Ses yeux dégageaient une intention meurtrière qu'il n'avait jamais vue dans aucun film d'horreur. « Chef, qu'est-ce qui se passe? T'as peur de cette vieille ?» L'un de ses sbires, Kevin Durand, s'approcha avec arrogance. Kevin avait environ 25 ans, une nouvelle recrue dans la bande depuis peu qui n'avait jamais connu la prison. Pour lui, l'aura d'Amélie n'était qu'une atmosphère désagréable. Kevin ne comprenait pas la réaction de Tristan. Il pensait avec arrogance que son chef avait peur d'une femme. Il s'avança juste devant Amélie, la toisant de haut en bas. « Hé, la vieille, t'as du cran. Mais les femmes comme toi, rien qu'à te voir, on sait que... » Il n'avait pas fini sa phrase que Tristan lui attrapa le bras. « Hé, Kevin, ferme-la !» La voix de Tristan était pleine d'urgence, mais Kevin ignora l'avertissement de son chef. Il voulait montrer sa force. « Chef, c'est le 14 juillet. Il faut s'amuser un peu. Faut bien laisser cette vieille se défouler un peu, non ?» Kevin poussa de nouveau l'épaule d'Amélie. Le regard d'Amélie vacilla un instant. Au-delà de la colère, il y avait aussi du dégoût. Elle regarda de nouveau le visage de Tristan. Tristan Leclerc, 30 ans, membre d'une bande de la banlieue parisienne, son nom et son identité sortirent de sa bouche. Les yeux de Tristan s'écarquillèrent. « Comment? Comment tu connais mon nom ?» Sa voix tremblait d'étonnement. Amélie ne répondit pas à sa question. Son regard balaya de nouveau les mains tremblantes des personnes âgées, les visages effrayés et les rires moqueurs des voyous, comme s'ils se délectaient de leur souffrance. Tout cela devint le catalyseur qui fit exploser la rage accumulée en elle. Son regard n'était plus calme. C'était un regard impitoyable et froid comme l'acier, comme le regard d'une bête féroce qui a trouvé sa proie. « Vous savez ce que vous êtes en train de piétiner ?» Sa voix était un grognement sourd. Cet endroit est un lieu de mémoire pour ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Vous insultez leur sacrifice et leur dévouement. Face à ces paroles, les voyous ricanèrent. « Qu'est-ce que tu racontes? On a touché à un soldat mort, nous? Ma vieille, t'as trop regardé de films. Tais-toi et dégage avant qu'on appelle les flics. » Leur arrogance avait atteint son paroxysme. Les préjugés obscurcissaient leur jugement. Ils ne voyaient en Amélie qu'une femme ordinaire essayant de leur faire la morale. Ils ne connaissaient pas la source de sa force. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'en elle résidait un esprit d'acier, forgé dans les forces spéciales. Leur arrogance allait bientôt devenir leur propre tombeau. Ils croyaient en leur force supérieure. Ils pensaient qu'une femme d'apparence si frêle pouvait être écrasée à tout moment. Leur visage était rempli de mépris et de moquerie. Leurs paroles devenaient de plus en plus vulgaires. À ce moment-là, toute la patience d'Amélie s'effondra. Ces gens n'étaient pas des interlocuteurs avec qui on pouvait discuter. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas le dialogue, mais la peur absolue. Dans sa tête, d'innombrables tactiques défilaient, les points faibles de l'adversaire, les schémas de mouvement et même comment briser une articulation. Son corps était prêt à réagir instinctivement. Son regard lança des éclairs meurtriers. Son apparence n'était plus humaine, mais celle d'un démon éveillé pour la vengeance. Son cœur était devenu dur comme de l'acier froid. La colère envahit tout son corps.
Elle décida de leur infliger une humiliation bien plus cruelle et douloureuse que ce qu'il lui avait fait subir. Son regard se porta sur le bras de Tristan Leclerc, le bras même qu'il avait poussé et piétiné. Sa vengeance commencerait par ce bras. Tristan était toujours effrayé par son regard, mais son orgueil ne lui permettait pas de reculer. « Sale garce, tu veux vraiment mourir, hein ?» Il serra le poing et se précipita vers Amélie. Les autres voyous bougèrent en même temps que lui. Ils se jetèrent sur Amélie comme une meute de loups affamés. Dans leurs yeux brillait le mépris et le plaisir de la violence. Leur arrogance les menait maintenant vers une destruction inévitable. Ils ne savaient absolument pas qui était leur adversaire. Ils s'étaient attaqués à une force colossale qu'ils ne pouvaient pas supporter. Amélie les regarda froidement. Leurs mouvements, à ses yeux, se déroulaient au ralenti. Elle avait anticipé toutes leurs actions suivantes. Son corps réagit parfaitement, comme une machine programmée avec précision. Le jeu avait commencé, mais ce jeu ne pouvait pas se terminer par leur victoire. L'issue de ce jeu était déjà décidée. La vengeance cruelle de celle qui avait été piétinée allait commencer, et cette vengeance allait écraser jusqu'à leur âme. Le poing de Tristan Leclerc fendit l'air, ses yeux remplis d'une confiance victorieuse. Les autres voyous se ruèrent également sur Amélie comme une meute de loups affamés. Ils comptaient la neutraliser immédiatement et prouver leur force supérieure. Mais leurs mouvements, aux yeux d'Amélie, se déroulaient comme un film au ralenti. Son corps avait anticipé leurs actions. Sa perception visuelle était d'un tout autre niveau que celle d'une personne ordinaire. Ses sens, aiguisés par 10 ans dans les forces spéciales, analysaient chaque menace et calculaient la contre-attaque optimale. Un mouvement rapide, comme l'éclair, se produisit. Juste avant que le poing de Tristan n'atteigne son visage, Amélie pivota et saisit son poignet. Son poing ne frappa que le vide. Il tenta de se débattre pour se libérer de sa petite main, mais cette main contenait une force inimaginable. Elle lui serra fermement le poignet et, en un clin d'œil, lui tordit le bras. Une clé de bras précise. Il sentit son bras être tordu dans une direction étrange. « Ah! Ah !» Le cri de Tristan Leclerc retentit sur toute la place. Son cri était déformé par la douleur et la peur. Amélie gardait un visage impassible, ses yeux calmes comme si rien ne s'était passé. On n'a pas fini de discuter. Sa voix était d'un calme effrayant. Tristan se débattit pour se libérer de sa prise, mais en vain. Elle serra plus fort et tordit davantage son bras. Tristan tomba à genoux. Les autres voyous restèrent figés. Sous le choc, il y a quelques secondes, cette femme fragile gisait aux pieds de leur chef, et maintenant, elle le forçait à s'agenouiller. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Quevin Durand, horrifié par cette scène incroyable, recula d'un pas. « Chef, chef, ça va ?» Sa voix tremblait. Tristan ne pouvait pas répondre. Des sueurs froides coulaient sur son visage blême. Il ressentait la douleur et l'humiliation. Amélie lui adressa un sourire glacial, un sourire qui exprimait sa haine. « Alors, on est plus calme maintenant ?» Face à ces paroles, Tristan n'osa pas lever la tête. Il sentait une douleur, comme si son bras allait se briser. Les passants, bouche bée, assistaient à la scène. Une femme d'âge moyen, d'apparence ordinaire, avait maîtrisé un voyou costaud en un instant. Dans leurs yeux, la surprise se mêlait à l'approbation. Cette femme, elle n'est pas n'importe qui. C'est bien, il y a encore des gens courageux. Les chuchotements de la foule donnèrent de la force à Amélie. Elle ne lâcha pas Tristan et balaya lentement la foule du regard. « Mesdames et messieurs, ce que vous voyez est de la légitime défense. » Sa voix était claire et pleine d'assurance, car ces individus ont délibérément provoqué et utilisé la violence en premier. Elle parla calmement, comme si elle témoignait devant un tribunal. Sa logique et sa force écrasante inspirèrent une profonde confiance aux gens autour. Ils n'avaient plus peur. Au contraire, ils prirent son parti et commencèrent à condamner la bande de voyous. Des racailles comme ça méritent une leçon. Appelez la police, qu'on les mette tous en prison. Les voix de la foule s'élevèrent et les visages des voyous pâlirent.
Amélie les regarda et dit une fois de plus. « Vous savez pourquoi je fais ça ?» Elle tordit encore plus fort le bras de Tristan. « Aïe, aïe, aïe !» Le cri de Tristan retentit de nouveau, son visage crispé par la douleur. Il ressentait physiquement les conséquences tragiques de son arrogance. À cet instant, Tristan se souvint soudain d'un souvenir lié à son regard. Un regard qu'il avait vu à l'armée, 10 ans plus tôt. Un regard si froid qu'il était difficile de croire qu'il appartenait à un être humain. À l'époque, il s'était engagé, mais n'avait pas réussi à s'adapter et avait abandonné en cours de route. Le regard de l'instructrice, qui s'occupait de lui à ce moment-là, était exactement comme celui-ci, endure avec ta volonté, soldat. Le regard de cette instructrice était toujours froid, mais il contenait une volonté de fer. Il avait très peur de cette instructrice. Se pourrait-il? Une question surgit dans l'esprit de Tristan. Cette femme d'apparence ordinaire aurait-elle un lien avec cette instructrice? Sa question devint une certitude peu après. Amélie, tenant toujours fermement le bras de Tristan, lui murmura à l'oreille. « Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est normal. Ton articulation est en train de se déboîter. Un mouvement de plus, et ça casse pour de bon. » Son explication ressemblait à un cours de médecine extrêmement calme et précise. Tristan cessa de se débattre après avoir entendu ces paroles. Il la regarda avec horreur. Ce qu'il vit dans ses yeux était une intention meurtrière glaciale. Maintenant, il comprenait. Cette femme n'était pas ordinaire. Celle à qui il s'était attaqué n'était pas une simple femme d'âge mûr, mais un démon revenu de l'enfer. Tristan, à genoux, gémissait de douleur, son bras tordu d'une manière effroyable. Il n'osait pas regarder en face la femme devant lui. Ses complices étaient figés de terreur. Quevin recula d'un pas, tremblant de tous ses membres. Leur visage n'affichait plus d'arrogance, seulement de la peur. Amélie les regarda froidement. D'innombrables souvenirs du passé défilaient dans son esprit comme des fragments, des souvenirs aussi vifs qu'hier. Au début de la vingtaine, elle rejoignit les forces spéciales et se porta volontaire pour le régiment le plus d'élite. C'était l'enfer. Le centre d'entraînement, où elle mit les pieds pour la première fois, était un lieu qui testait les limites de l'être humain. Dès le premier jour, aucun repas ne fut servi, seulement de l'entraînement. La semaine infernale de 3 semaines était un véritable enfer sur terre. Le temps de sommeil quotidien n'était que d'1 heure. Ils étaient contraints de subir des exercices physiques extrêmes pendant 72 heures sans dormir. La douleur donnait l'impression que tous les muscles de son corps étaient déchirés. Son esprit était confus. Ses camarades masculins à ses côtés s'évanouissaient ou abandonnaient, mais elle avait tenu bon, avec une seule idée en tête, survivre. Un jour d'hiver glacial, on lui ordonna d'enlever ses vêtements et de s'immerger dans de l'eau glacée à négatif 20 degrés Celsius. Sans hésiter, elle plongea. Au milieu d'une douleur qui lui transperçait les os, elle chanta un chant militaire. « Unis, nous sommes une force. » Sa voix tremblait, mais son regard ne vacillait pas. Les instructeurs furent impressionnés par son attitude. Les entraînements que même ses camarades masculins n'osaient pas tenter, elle les avait surmontés avec volonté et ténacité. Entraînement avec un équipement de plus de 50 kg et des marches de dizaines de kilomètres, entraînement de reptation dans la neige et entraînement de survie en forêt pendant 24 heures. Elle avait brillamment réussi toutes ces épreuves. Le régiment des forces spéciales n'était pas seulement un lieu d'entraînement physique. C'était un endroit qui transformait les humains en machines à tuer. Elle apprit à utiliser d'innombrables types d'armes, pistolets, fusils d'assaut, fusils de sniper, elle les maîtrisait tous. Son habileté au tir était la meilleure de l'unité. Ses compétences au corps à corps avaient atteint le niveau d'un art. Technique de clé articulaire, neutralisation des nerfs et attaque précise sur les points faibles de l'adversaire. Lors des combats d'entraînement avec les instructeurs, elle ne s'avoua jamais vaincue. Son corps était devenu une arme. Un corps forgé par des entraînements infernaux, devenu capable d'endurer n'importe quelle attaque. Son souvenir le plus marquant dans l'unité
fut lorsqu'elle fut envoyée en mission d'infiltration spéciale par un hiver glacial. Elle était chef d'une équipe de 3 personnes. Leur mission était d'infiltrer profondément les lignes ennemies, de détruire une installation clé et de revenir. Un accrochage inattendu éclata. Un de ses coéquipiers fut blessé par une balle ennemie. La situation était désespérée, mais elle ne perdit pas son sang-froid. Elle mit son coéquipier blessé en sécurité et affronta seule l'ennemi. Chacune de ces balles toucha précisément le cœur de l'ennemi. Tel un ange de la mort, elle sauva son coéquipier blessé et accomplit la mission, grâce à son jugement exceptionnel et à ses capacités de combat supérieures. Ses coéquipiers purent rentrer sains et saufs. Après cet événement, elle devint une légende dans l'unité. Le surnom d'Amélie, la guerrière naquit. Elle gravit rapidement les échelons et fut promue capitaine à la fin de la vingtaine. Un record sans précédent pour une femme militaire. Lorsqu'ils apprirent sa démobilisation, ses camarades furent déçus. « Amélie, pourquoi partir si tôt? Tu aurais pu devenir colonel, mais sa décision était prise. » La vie en enfer lui avait laissé de profondes cicatrices. Elle ne voulait plus faire un travail qui nuisait aux autres. Elle voulait vivre une vie normale. C'est pourquoi elle était devenue enseignante. Elle voulait éduquer les enfants, les protéger et vivre une vie paisible. Mais aujourd'hui, cette paix avait été brisée. Le coup de pied de Tristan Leclerc et ses insultes avaient réveillé la bête sauvage qui sommeillait en elle. Sa main, qui tordait le bras de Tristan, contenait une force terrible. Son regard brûlait comme les flammes de l'enfer. « Tu dois savoir qui je suis, et tu dois aussi savoir à quoi tu t'es attaqué, » murmura-t-elle à Tristan. Sa voix était si froide qu'elle glaça tout le corps de Tristan. Il était à la fois endolori et terrifié, les larmes aux yeux. Tristan Leclerc ne gémissait plus de douleur. Il ne pouvait même plus respirer normalement. Ses yeux étaient fixés sur le visage d'Amélie avec une horreur absolue. Elle ne relâchait pas la pression sur son bras tordu. À cet instant, l'un de ses sbires, Kevin Durand, prit son courage à 2 mains et se précipita vers Amélie. Il sortit un couteau pliant de sa poche. « Et, la vieille, lâche notre chef tout de suite, ou ne t'étonne pas si ça tourne mal. » Sa voix tremblait, mais le couteau dans sa main était menaçant. Les passants se mirent à crier et reculèrent. Un couteau! Les cris résonnèrent sur la place. Le visage d'Amélie ne changea pas, comme si le couteau de Kevin n'existait pas. Elle soupira et dit « Quel choix stupide !» Utiliser une arme, ce n'est plus une simple agression, c'est une tentative de coup et blessure volontaire. Article 222 du Code pénal. Sa voix était toujours calme, mais contenait un avertissement. Kevin fut décontenancé. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme citait même le code pénal. Pendant son hésitation, Amélie bougea avec la vitesse de l'éclair. Elle lâcha Tristan et saisit simultanément le poignet de Kevin. Kevin n'eut pas le temps de réagir et lâcha son couteau. Le couteau tomba sur le sol avec un bruit sec. Quoi? Kevin était terrifié par la force qui lui broyait le poignet. Amélie lui tordit le poignet, le forçant à s'agenouiller. Il gémit sous une douleur qui ressemblait à une fracture. Les 2 autres voyous restèrent figés de terreur. Ils avaient vu leur chef et leurs camarades être maîtrisés si facilement par une seule femme. Ils n'avaient plus le courage de se lancer. Amélie les regarda de haut comme une bête féroce qui a abattu une proie énorme, un par un. « Faites la queue !» Sa voix était aussi froide qu'un ordre. Elle fit agenouiller Tristan et Kevin côte à côte et regarda les 2 autres. « Alors, vous choisissez quoi? Vous rendre sagement ou goûter à la même douleur que ces 2-là ?» Ces paroles ne contenaient aucune menace explicite, mais dissimulaient un danger terrible. Les 2 voyous se regardèrent, hésitants. L'un d'eux s'apprêtait à se jeter sur elle, mais l'autre lui retint le bras. « T'es fou? Tu veux finir comme eux ?» Finalement, ils perdirent toute volonté de se battre. Ils s'agenouillèrent et se rendirent. 4 voyous costauds étaient à genoux devant une femme d'apparence frêle. Les passants n'en revenaient pas. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une femme d'âge moyen,
d'apparence ordinaire, avaient remporté une victoire écrasante sur 4 voyous. Leur visage exprimait à la fois la surprise et l'admiration. Amélie les regarda froidement. « Bon, maintenant, c'est l'heure des présentations. Vous avez commencé, c'est à mon tour. » Sa voix était grave et froide. Elle balaya leur visage du regard et, de sa bouche, une identité choquante qui allait bouleverser leur vie fut révélée. Amélie Dubois, ancienne militaire des forces spéciales. En entendant cela, les visages des voyous devinrent blêmes. Les forces spéciales, ils savaient ce que ce nom signifiait. Ce n'était pas une unité d'élite ordinaire, c'était le rassemblement des meilleurs soldats de France. Les soldats de cette unité étaient surnommés les machines de combat, forces spéciales. Impossible. Un petit gémissement s'échappa de la bouche de Tristan. Il ne pouvait pas croire qu'une femme d'apparence si frêle puisse provenir de cette unité redoutable. Les yeux de Quevin s'écarquillèrent de peur. Le couteau qu'il tenait tomba de sa main. Amélie marqua une pause. Il y a 2 ans, après ma démobilisation, je suis actuellement professeur d'EPS dans un lycée. Ces paroles déroutèrent les voyous. Une ancienne des forces spéciales, devenue enseignante. Il ne comprenait pas ce décalage. Son regard semblait se moquer de leur confusion. « Vous pensiez que j'étais juste une femme ordinaire, c'est ça? C'est pour ça que vous avez osé vous en prendre à moi. Mais vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas réalisé qui j'étais. » Sa voix était grave, mais la force qu'elle contenait les écrasait. Ils ressentaient physiquement les conséquences tragiques de leur arrogance. Maintenant, ils comprenaient. Ce qu'ils avaient piétiné n'était pas une femme faible. Ils s'étaient attaqués à un démon revenu de l'enfer. Amélie allait maintenant les juger, et ce jugement n'allait pas seulement briser leur corps, mais aussi leurs âmes. Son regard prédisait leur avenir. Leur sort était désormais entre ses mains. Le soleil de la fête nationale était encore chaud, mais pour eux, il était aussi froid qu'un hiver rigoureux. Cette bataille était terminée, et le vainqueur était désigné depuis le début, les forces spéciales. Impossible. Le gémissement s'échappa de la bouche de Tristan Leclerc. Son visage était livide, sans une goutte de sang. Les autres voyous étaient également sous le choc. Ils ressentaient instinctivement le poids du nom « force spéciale », mais ils n'en saisissaient que les contours. Pour Tristan, c'était différent. Dans sa tête, d'innombrables souvenirs du passé défilaient comme un film. C'étaient des souvenirs terrifiants. Il y a 10 ans, il s'était engagé. Simple appelé, il comptait juste passer son service militaire normalement. Mais son caractère grossier et son arrogance en firent un soldat à problème. Finalement, sur ordre de ses supérieurs, il fut envoyé dans une unité de discipline spéciale, un endroit destiné à redresser les jeunes recrues. Là-bas, il avait rencontré une instructrice. Elle était différente des autres. Elle ne souriait pas, parlait peu et se concentrait uniquement sur sa mission. Son regard était froid comme la glace. Elle l'avait poussé à bout, sans pitié. « Soldat Leclerc, pour moi, l'arrogance est un luxe. » Sa voix ne contenait aucune émotion, mais elle rongeait son âme. Elle s'acharna sur lui, le traitant comme il avait traité les autres nouvelles recrues, piétinant son amour-propre. Elle lui ordonna de porter un sac de plusieurs dizaines de kilos et de courir. Et chaque fois qu'il s'effondrait, elle hurlait « Debout, si tu ne peux même pas supporter ça, qu'est-ce que tu vas faire dans la société ?» Dans ses yeux, il n'y avait que la volonté de forger un soldat fort. Elle ne le traitait pas comme un être humain. Tristan la détestait. Pour lui, elle n'était pas une personne, mais un démon qui le torturait. Finalement, il abandonna la formation. Il n'eut pas le courage de la regarder dans les yeux. Elle l'avait marqué au fer rouge, comme un échec. Ces dernières paroles restèrent gravées dans son esprit. « Ton arrogance te détruira. Une fois dehors, essaye de reprendre tes esprits. » Il s'était moqué de cette phrase. En quittant l'armée, il retourna dans la rue. Son arrogance ne fit que grandir. Il pensait avoir raison, que dans cette société, seule la force comptait. Il écrasait les plus faibles pour prouver sa valeur. Il retourna à sa vie de voyou.
Il n'aurait jamais imaginé recroiser ce regard glacial. Et aujourd'hui, sur cette place commémorative, il l'avait retrouvé, se pourrait-il. Une petite voix s'échappa de la bouche de Tristan. Instructrice. Dubois. Sa voix tremblait, comme s'il ne pouvait pas y croire. Amélie ne répondit pas à sa question. Elle le regarda droit dans les yeux et hocha lentement la tête. À cet instant, Tristan eut la chair de poule. Un frisson glacial parcourut son échine. Oui, c'était elle, Amélie, le démon qui avait brisé son amour propre 10 ans plus tôt. Il avait subi une humiliation inoubliable de sa part. Cette humiliation l'avait rendu encore plus brutal. Et aujourd'hui, il retrouvait la source de cette humiliation. Les autres voyous ne comprenaient rien, ils étaient juste terrifiés. Ils ne saisissaient pas la réaction de Tristan. « Chef, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, c'est une de tes connaissances ?» demanda prudemment Quevin. Tristan ne put répondre à la question de Quevin. Il fixait Amélie. Dans ses yeux, au-delà de la peur, il y avait aussi l'humiliation. « Pourquoi tu m'as traité comme ça ?» demanda Tristan d'une voix tremblante. « Pourquoi tu m'as poussé à bout de manière si cruelle ?» Amélie ne répondit pas à sa question. Elle semblait savourer sa douleur. « Pourquoi? Qu'est-ce que je t'avais fait de mal ?» Le cri désespéré de Tristan résonna. Amélie, le maintenant toujours fermement, dit « Tu n'as toujours pas compris? Je voulais te sauver. » Sa voix était grave, mais le sens de ses paroles était choquant. « Me sauver? Tu voulais plutôt me tuer. »« Oui » cria Tristan. « Tu as dit 100 de fois que tu voulais mourir. Si je t'avais laissé partir, tu saurais peu être vraiment mort. » Les paroles d'Amélie le déconcertèrent. Elle disait qu'elle ne le torturait pas, mais qu'elle voulait le sauver. Il ne pouvait pas croire ses paroles, mais au fond de lui, il reconnaissait qu'elle avait raison. Sa cruauté l'avait rendu plus fort. Sa formation rigoureuse aurait pu faire de lui un homme meilleur, mais il avait lui-même gâché cette chance et était retourné dans le monde des voyous. Ce n'était pas la personne qui voulait le sauver qu'il avait retrouvé, mais le démon qui voulait le détruire. Il réalisa la tragédie causée par ses propres choix. Il avait lui-même creusé sa propre tombe. Amélie sourit froidement, comme si elle se délectait de son humiliation. Sa vengeance ne faisait que commencer, et cette vengeance allait écraser l'âme même de Tristan. « Je voulais te sauver. » Les paroles d'Amélie laissèrent une profonde blessure dans l'âme de Tristan Leclerc. Il ne pouvait pas comprendre ces mots. Une femme qui l'avait poussé à bout de manière si cruelle, qui l'avait fait abandonner, disait maintenant vouloir le sauver. Pour lui, cela sonnait comme une moquerie, mais dans son cœur, un malaise grandissait. Ses yeux étaient toujours aussi froids que ce jour-là. Dans son esprit, le souvenir de ce jour refit surface. 2 jours avant qu'il ne quitte l'armée, elle l'avait appelé « Ton arrogance te détruira. Une fois dehors, essaie de reprendre tes esprits. » Elle avait dit cela, puis était partie. Il s'était moqué de cette phrase, mais elle avait bouleversé sa vie. Tristan réalisa que sa douleur n'était rien pour elle. Il voulait lui infliger une douleur encore plus grande. « À l'époque, quand tu me traitais comme ça devait bien t'amuser, non? »« Oui, tu es toujours comme ça. Ce jour-là, tu étais pareil, quelqu'un qui ne sait rien du tout. » Les paroles de Tristan firent se crisper le visage d'Amélie. Ses pupilles se dilatèrent. Elle savait de quoi il voulait parler. C'était son secret, une profonde blessure dans son âme qu'elle n'avait jamais révélée à personne. Il y a 2 ans, elle avait quitté l'armée. La raison officielle était qu'elle voulait une vie normale, mais la vérité était autre. Elle avait commis une erreur fatale lors d'une opération. Son régiment des forces spéciales avait été chargé d'une mission secrète, aider un haut fonctionnaire d'un pays voisin à faire défection. Tout le plan était parfait, mais pendant l'exécution, un imprévu s'était produit. Ils découvrirent que le fils de la cible était également présent, un enfant de moins de 8 ans. Le garçon tentait de s'enfuir avec son père, mais s'était retrouvé au milieu d'un échange de tirs inattendu. Ses coéquipiers essayaient de sauver la cible, mais sauver l'enfant était très difficile.
À ce moment-là, elle dut prendre une décision, abandonner l'enfant pour garantir la sécurité de ses coéquipiers ou prendre le risque de le sauver. D'innombrables calculs traversèrent son esprit. Si elle tentait de sauver l'enfant et échouait, toute l'équipe pourrait être en danger. Finalement, elle choisit la sécurité de ses coéquipiers. Elle les mena en lieu sûr. La cible fut sauvée, mais son fils tomba aux mains de l'ennemi. Elle ne pouvait pas oublier les yeux de cet enfant. Son regard effrayé, appelant sa mère, lui avait déchiré le cœur. Elle ne pouvait pas oublier cette nuit-là. Elle se sentit comme une meurtrière. Elle avait omis l'information concernant l'enfant dans son rapport de mission. Ses supérieurs avaient compris son geste. Amélie, c'était inévitable. Ton jugement était le bon. Tu as sauvé la vie de tes coéquipiers, mais elle ne pouvait pas se pardonner. Elle voyait les yeux de cet enfant constamment dans ses rêves. Elle sentait que son âme avait été souillée. C'est pourquoi elle avait quitté l'armée. Elle ne voulait plus tenir une arme, ni faire de mal à qui que ce soit. Elle voulait vivre une vie normale et se racheter. Elle réalisa qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas une héroïne, mais une ratée. Tristan avait lu sur son visage. Il devina son secret. Oui, c'est ça, cette opération, je suis au courant. La voix de Tristan était empreinte de folie. Il y a 2 ans, il avait vendu des informations sur cette opération à une autre organisation criminelle. Ces informations avaient fuité du côté adverse, et c'est ce qui avait provoqué l'échange de tirs. Il ne savait pas que son acte avait changé le destin d'un enfant et plongé une héroïne dans le désespoir. Il avait simplement vendu des informations pour de l'argent. Il réalisa qu'il était profondément lié à la blessure d'Amélie et en ressentit une joie perverse. Il y a 2 ans, cet enfant est mort à cause de toi. Les paroles de Tristan firent comme si le cœur d'Amélie s'arrêtait de battre. Ces mots étaient comme un poignard planté dans son cœur. Son regard n'était plus celui d'une colère froide, mais d'un désespoir absolu. Elle était choquée d'apprendre que Tristan connaissait ce passé qu'elle avait tant essayé d'oublier. Ces paroles avaient touché sa blessure la plus profonde. Tristan savoura sa douleur et dit « Tu n'es pas parfaite non plus. Tes mains sont aussi sales que les miennes. » Ces mots broyaient son âme. Elle le regarda, une douleur encore plus profonde que lorsqu'il l'avait insultée l'envahit. Elle réalisa que sa propre arrogance avait causé la mort de cet enfant. Elle se croyait une héroïne, mais la vérité était tout autre. Elle le piétinait pour se venger. Mais en réalité, elle n'était pas différente de lui. Elle faisait face à sa propre culpabilité. Le soleil de la fête nationale était encore chaud, mais son monde intérieur avait sombré dans une obscurité glaciale. Sa vengeance se tournait maintenant contre sa propre culpabilité. La confession de Tristan Leclerc fut un poignard transperçant l'âme d'Amélie Dubois. Elle était sous le choc d'apprendre qu'il connaissait sa blessure la plus profonde et secrète. Son visage se tordit de désespoir et de douleur. Tristan ne manqua pas cette occasion. « Alors, tu n'es pas si différente de moi, n'est-ce pas? On est pareils, tous les deux. » Sa voix était pleine d'une joie démente. Il se délectait de sa souffrance. Les autres voyous, toujours à genoux, étaient perplexes. Ils sentaient qu'un grand secret se cachait entre leur chef et cette femme. C'est à ce moment que 2 personnes apparurent à l'entrée de la place. L'une était une jeune femme, un smartphone à la main, l'autre un homme d'âge mûr vêtu d'un costume coûteux. Son visage dégageait une aura de cruauté et de menace. Les visages de Tristan et de sa bande devinrent blêmes. « Patron !» Leur voix était remplie de peur. Cet homme d'âge mûr était Alain Moreau, un caïd influent du milieu, le supérieur direct de Tristan. Il avait appris que ces hommes causaient des ennuis et s'était précipité sur les lieux. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous foutez ?» La voix d'Alain Moreau était un grognement sourd. Son regard acéré comme un poignard se planta sur Tristan et Quevin. « Impossible de vous joindre. Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Tristan n'osa pas lever la tête. Alain Moreau jeta un coup d'œil à Amélie et à ses hommes agenouillés. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre la situation. « C'est qui, eux, et cette femme ?»
C'est qui? Son regard se tourna vers Amélie. Elle le regarda calmement en retour. Son regard était toujours impassible, mais il contenait une volonté inébranlable. Pendant ce temps, la jeune femme au smartphone les prenait en photo. Elle s'appelait Chloé Lambert, journaliste pour un journal local. Elle avait reçu une information selon laquelle des troubles avaient éclaté sur la place et étaient venus, ses yeux s'illuminèrent. C'était un scoop. Elle le sentit instinctivement. Une professeure d'EPS maîtrisant des voyous, c'était déjà un article intéressant, mais elle en voulait plus. Elle s'approcha d'Amélie. « Bonjour, madame. Je suis Chloé Lambert, journaliste. Je voudrais vous interviewer sur ce qui vient de se passer. » Sa voix était pleine d'enthousiasme. Amélie la regarda. « Mademoiselle la journaliste, c'est une affaire personnelle. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en faire un article, » dit-elle doucement. Mais la journaliste Chloé Lambert n'abandonna pas si facilement. Oh non, une histoire aussi formidable doit être connue du monde entier. C'est l'histoire d'une enseignante qui réhabilite des voyous. À notre époque, des histoires aussi touchantes sont très importantes. En l'entendant, les gens autour hochèrent la tête. Ils pensaient qu'Amélie avait fait quelque chose de merveilleux, mais ils ignoraient la sombre vérité qui se cachait en elle. Elle n'était pas une héroïne. À ce moment, Alain Moreau s'avança. « Il y a un problème, mademoiselle la journaliste ?» Sa voix était glaciale. La journaliste Chloé Lambert se sentit intimidée par l'aura menaçante d'Alain Moreau. « Il y a sûrement eu un petit malentendu entre ces gens et mes hommes. Nous allons régler ça entre nous. Vous n'avez pas à vous en soucier. » Alain Moreau voulait calmer la situation. Il ne voulait pas avoir affaire aux journalistes et voir le nom de sa bande exposé. Il jeta un regard à Amélie. Elle restait impassible, mais son regard le mettait en garde. Alain Moreau sentit qu'elle n'était pas une personne simple. Tristan s'approcha d'Alain Moreau et lui murmura à l'oreille. « Patron, elle est des forces spéciales. » En entendant les mots de Tristan, les yeux d'Alain Moreau s'écarquillèrent. Les forces spéciales. Il savait mieux que quiconque ce que ce nom signifiait. C'étaient des gens qu'il craignait plus que la police ou les procureurs. C'étaient des fantômes qui pouvaient apparaître n'importe quand, n'importe où pour les éliminer. Le visage d'Alain Moreau se crispa. Une femme qu'il aurait normalement méprisée avait une identité aussi redoutable. Il fut momentanément décontenancé. Sa colère ne se tourna pas vers Amélie, mais vers ses hommes. « Bande d'idiots, à qui vous vous êtes attaqués ?» Il voulait crier mais se retint à cause des regards autour. Il était furieux que ces hommes aient été humiliés par un adversaire aussi redoutable. Il se retrouvait dans une situation délicate, face à la fois à la journaliste et à Amélie. Il devait régler cette situation à tout prix. Son regard froid analysa la situation. D'innombrables calculs traversèrent son esprit. Comment mettre fin à cette situation avec le moins de dégâts possible? Ses yeux se tournèrent vers Amélie. Son regard était rempli d'une volonté de vengeance. Il sentit que cette femme ne voulait pas seulement donner une leçon à ses hommes. Elle préparait une vengeance mortelle. Il pouvait deviner la source de sa force. Il vit l'obscurité cachée en elle, celle qu'il avait essayé d'éviter toute sa vie, la plus forte et la plus redoutable. Alain Moreau changea son plan. Au lieu d'empêcher sa vengeance, il décida de participer à cette vengeance. Il pensa que c'était la manière la plus intelligente de résoudre la situation. Alain Moreau était perplexe. Il était furieux que ses hommes aient été humiliés par une ancienne militaire des forces spéciales, l'unité qu'il craignait le plus. Mais son regard calculateur avait déjà trouvé une solution. La manière la plus sage de gérer cette situation n'était pas d'empêcher la vengeance d'Amélie, mais d'y participer. Il pensa qu'il pourrait utiliser la force de cette femme pour consolider sa propre position. À ce moment-là, un homme sortit de la foule. Son allure était pleine de prestance, sa voix contenait une autorité écrasante. « Amélie, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix retentit. Amélie se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon général. »
Ces mots firent douter Alain Moreau et la journaliste Chloé Lambert de leurs propres oreilles. Mon général? Cet homme était le général de division Philippe Legrand, un général de l'armée de terre à la retraite. Il était le supérieur d'Amélie quand elle était encore dans l'armée, son mentor et son soutien moral. Il était venu sur la place aujourd'hui pour un discours et avait été témoin de l'agitation. « Ah ah, tu as quitté l'armée depuis longtemps et tu m'appelles encore mon général ?» Le général Philippe Legrand éclata d'un rire franc, mais son regard restait fixé sur Amélie. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Alain Moreau fut stupéfait par l'apparition du général Legrand. Il se sentit écrasé par le pouvoir de son adversaire. Il avait combattu toute sa vie et rencontré de nombreuses personnes puissantes. Mais l'aura qui émanait du général Legrand était incomparable. Ce n'était pas seulement de la force brute, mais l'autorité conférée par l'État et le charisme issu d'une longue expérience. Face au général Legrand, il se sentit minuscule. Il s'approcha du général Legrand, la voix tremblante. « Mon général, veuillez nous excuser. Mes hommes ont causé des troubles. » Le général Legrand ne répondit pas à ces excuses. Il jeta un coup d'œil aux tatouages de Moreau et aux voyous agenouillés. Il avait compris toute la situation. « C'est toi leur chef ?» Sa voix était grave, mais la force qu'elle contenait écrasa Moreau. Moreau hocha la tête. « Oui, mon général. » Le général Legrand entendit sa réponse, puis regarda de nouveau Amélie. « Amélie, ce sont eux qui s'en sont pris à toi ?» Sa voix était calme, mais on pouvait sentir la colère qui bouillonnait en lui. Amélie secoua la tête. « Non, mon général, ce n'est qu'un petit malentendu. » Un malentendu qui force les gens à s'agenouiller comme ça? La voix du général Legrand devint plus froide. Il se tourna vers Alain Moreau. « Dis-moi qui tu es. » Alain Moreau, tremblant, se présenta. « Je suis Alain Moreau. J'opère dans la zone 2. » Le général Legrand le coupa. « Je me fiche de qui tu es. Je n'ai besoin de savoir qu'une seule chose. Tu t'es attaqué à ma protégée. » Ces mots firent blêmir Alain Moreau. « Cette jeune femme est une élève que j'ai personnellement formée dans mon unité, une militaire d'exception qui a atteint le grade de capitaine. » Le général Legrand présenta fièrement Amélie. La journaliste Chloé Lambert était stupéfaite par cette situation incroyable. La femme qu'elle pensait être une professeure d'EPS était en réalité une ancienne militaire d'une unité d'élite légendaire, et son mentor était un général. L'apparition du général Legrand avait fait basculer la situation dans une toute nouvelle dimension. Ce n'était plus une simple bagarre, c'était une confrontation de pouvoir invisible entre l'État et le crime organisé. Alain Moreau réalisa qu'il ne pouvait plus contrôler la situation. Il savait qu'il faisait face à un mur colossal nommé général Philippe Legrand. Il avait creusé sa propre tombe. Le général Legrand dit froidement à Alain Moreau: « Je vais te faire une proposition. Tu dois assumer la responsabilité et t'excuser pour les fautes commises par tes hommes, et tu devras te plier aux conditions que ma protégée imposera. Sinon, ton organisation disparaîtra de cette ville à partir d'aujourd'hui. » Ces paroles n'étaient pas une menace, c'était une sentence claire. Alain Moreau n'avait pas d'autre choix. Il s'inclina profondément. « Oui, j'ai compris. C'est nous qui avons eu tort. » Sa voix tremblait. Amélie était extrêmement surprise de l'aide du général Legrand. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il l'aiderait de cette manière. Alain Moreau accepta la proposition du général Legrand. Il s'inclina profondément. « Oui, j'ai compris. C'est nous qui avons eu tort. Nous accepterons tout. » Sa voix n'était plus arrogante. Il ne restait que la peur et l'humiliation. Le général Legrand hocha la tête, satisfait de la réponse d'Alain Moreau. Il se tourna vers Amélie. « Amélie, à toi de jouer. Je respecte ta décision. » Ces paroles donnèrent de la force à Amélie. Elle poussa un soupir de soulagement. Amélie regarda les 4 voyous agenouillés, leurs visages couverts de sueur et de peur. Elle dit d'une voix calme: « Messieurs, sur le plan juridique, vous pourriez tous être punis. Trouble à l'ordre public, agression
et même tentative de coup et blessure avec une arme. Ça pourrait vous valoir la prison. En entendant ces mots, les voyous sursautèrent. Mais Amélie continua. Mais aujourd'hui, c'est la fête nationale, le jour où notre nation a été libérée. En mémoire de cet esprit, je veux vous donner une chance. Ces paroles surprirent les voyous. Ils étaient déconcertés par le mot chance au lieu de punition. Il y a juste quelques conditions. La voix d'Amélie devint sérieuse. Premièrement, présentez des excuses solennelles à toutes les personnes âgées présentes ici. Repentez-vous sincèrement de vos erreurs. Tristan Leclerc hocha immédiatement la tête. Il était prêt à accepter n'importe quelle condition. Deuxièmement, pendant 1 an, le premier samedi de chaque mois, participez à l'activité bénévole de distribution de repas aux personnes âgées isolées organisée par la mairie. Cette condition stupéfia les voyous. Pas la prison, mais du bénévolat. Ils se regardèrent, incrédules. Enfin, si vous ne tenez pas cette promesse ou si vous récidivez, j'engagerai immédiatement des poursuites judiciaires. La voix d'Amélie était ferme. Je vous donnerai mon numéro de téléphone. Chaque mois, après l'activité bénévole, envoyez-moi un message pour me faire un rapport. Elle sortit son téléphone. Tristan Leclerc poussa un soupir de soulagement. Il se dit que faire du bénévolat était bien mieux que d'aller en prison. Il remercia sincèrement sa décision. « Merci, madame. Vraiment merci. » Tristan s'inclina profondément. Les autres voyous s'inclinèrent également. Mais, à ce moment-là, Kevin Durand releva soudain la tête, son visage toujours empreint d'arrogance et de mécontentement. « Je ne vois pas pourquoi on devrait faire ce genre de bénévolat. » Sa voix était pleine de défi. Tristan attrapa le bras de Kevin et murmura « Hé, Kevin, ferme-la. Tu ne vois pas la situation ?» Kevin ignora l'avertissement de Tristan, fixa Amélie et dit « On a fait quelque chose de si grave pour avoir peur de cette prof ?» Ces paroles firent se glacer le regard d'Amélie. Elle s'approcha de Kevin. « Monsieur Kevin Durand, vous n'avez toujours pas compris ?» Amélie soupira. Elle avait l'impression de parler à un enfant qui ne comprend rien. « Comprendre quoi ? Juste parce qu'on s'est embrouillé avec une vieille, on doit faire ça ?» Kevin continua de protester. Il ne pouvait pas accepter la réalité d'avoir été humilié. Il ne comprenait pas pourquoi ses chefs avaient peur d'une femme. Il était envahi par la colère et l'humiliation. « Ouais, je ne ferai pas ce bénévolat à la con. » Le refus catégorique de Kevin désespéra Tristan et les autres voyous. Le général Legrand secoua également la tête. « Quel idiot !» Amélie hocha la tête en silence. « D'accord. Dans ce cas, Monsieur Kevin Durand sera traité séparément. » Elle sortit son téléphone et passa un appel. « Allô, le commissariat ? Oui, je suis Amélie Dubois, ancienne militaire des forces spéciales. Je souhaite signaler une agression et une menace avec arme. » Le visage de Kevin devint blême. « Attendez, attendez. » Il agita précipitamment les mains et cria. « Non, excusez-moi, j'ai eu tort. » Kevin, en larmes, s'excusa, mais il était trop tard. Amélie ignora ses excuses et continua son appel. « Oui, le suspect Kevin Durand, 25 ans, actuellement sur les lieux. Pourriez-vous venir immédiatement ?» L'appel se termina. Kevin regarda Amélie avec un visage désespéré, les larmes aux yeux. Il réalisa l'énorme erreur qu'il venait de commettre, la conséquence tragique de son arrogance stupide. Maintenant, il comprenait pourquoi ses chefs avaient si peur. Cette femme n'était pas ordinaire. Elle leur avait offert une chance clémente, mais il l'avait lui-même rejetée. Il était maintenant temps de faire face au jugement de la loi. Derrière lui, le son des sirènes de police se fit entendre. Son avenir venait de sombrer dans les ténèbres. Le son des sirènes de police résonna sur toute la place. Alain Moreau, Tristan Leclerc et les autres voyous restaient agenouillés, n'osant pas lever la tête. Ils regardèrent en silence leur jeune camarade, Kevin Durand, être emmené. Kevin éclata en sanglots. « Patron, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Son cri de désespoir se perdit dans l'air.
Amélie regarda froidement Kevin être conduit dans la voiture de police, son visage sans la moindre trace de pitié. Elle pensait n'avoir fait que son devoir. Elle lui avait donné une chance, et il l'avait lui-même gâchée. Alors que la voiture de police s'éloignait, les 3 voyous restants sombrèrent dans le désespoir. Ils réalisèrent qu'il avait failli finir comme Kevin. C'est à ce moment qu'une femme d'âge mûr, en larmes, accourut d'un coin de la place. « Kevin, mon Kevin, où est-il » Ses cris étaient déchirants. C'était la mère de Kevin. Quelqu'un lui avait probablement annoncé que son fils avait été arrêté par la police, et elle s'était précipitée. Son visage était inondé de larmes et de chagrin. « Où est mon fils ? Qui a appelé la police ?» Ses yeux étaient à la fois en colère et affligés. Les gens autour chuchotaient. « Mon Dieu, comment en est-on arrivé là ? Quand même, laisser son fils se faire arrêter comme ça. » Les regards compatissants de la foule se tournèrent vers Alain Moreau et sa bande. Amélie fut momentanément décontenancée. Elle ne s'attendait pas à ce que la mère de Kevin apparaisse. Elle s'approcha de la mère qui se dirigeait vers elle. « Madame, est-ce que je peux vous parler un instant ?» Sa voix était plus douce que d'habitude. Mais les yeux de la mère ne voyaient rien. Elle ne se souciait que de savoir où était son fils. « C'est vous qui avez appelé la police pour arrêter mon fils, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça à mon fils ?» La mère attrapa le col d'Amélie et hurla en pleurant. Amélie ne résista pas. Elle regarda la mère droit dans les yeux et dit « Oui, c'est moi qui ai appelé. » Sa réponse franche fit pleurer la mère encore plus fort. « Pourquoi ? Il est encore si jeune. Pourquoi vous avez traité mon fils comme ça ?» Ces cris étaient comme des coups de poignard dans le cœur d'Amélie. Elle se souvint de sa propre blessure passée. La mère de l'enfant abandonné lors de l'opération avait probablement pleuré de la même manière. Elle réalisa que son acte avait provoqué une autre tragédie. Sa vengeance parfaite n'était plus si parfaite. Tristan, voyant la scène, se sentit coupable. Il savait que le chagrin de la mère de Kevin provenait de leur stupidité. Il ne pouvait plus rester silencieux. « Madame, nous sommes désolés. La faute de Kevin est très grave. » Elle lui a donné la chance de faire du bénévolat, mais il a refusé. La confession franche de Tristan choqua la mère. « Quoi ? Mon fils a refusé de faire du bénévolat ?» Ses yeux vacillèrent. Elle ne pouvait pas croire que son fils ait fait une chose pareille. Tristan continua. « Kevin a fait beaucoup de choses similaires avec nous, provoquer les passants, leur voler de l'argent. Nous étions sur le point d'abandonner cette vie. Mais Kevin est encore jeune et immature. » Les paroles de Tristan brisèrent le cœur de la mère. Elle devait faire face à la vraie nature de son fils qu'elle ignorait. Elle faillit s'effondrer. « Impossible, mon fils ne peut pas être comme ça !» sanglota-t-elle. Le général Legrand, observant la scène, hocha la tête en direction d'Amélie. Son choix allait dans la bonne direction. Même si une tragédie inattendue s'était produite, elle y faisait face de front. Amélie posa une main sur l'épaule de la mère. « Madame, nous pouvons remettre votre fils sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. » Sa voix était sincère. La mère releva la tête. « Vraiment ? Vous allez vraiment m'aider ?» Dans ses yeux, une petite lueur d'espoir brillait. Amélie hocha la tête. « Oui, mais il y a une condition. Votre fils doit se repentir sincèrement et promettre de changer. Et vous aussi, vous devrez faire des efforts. » La mère n'hésita plus. Elle ferait n'importe quoi pour son fils. Elle saisit la main d'Amélie et hocha la tête. Ses larmes coulaient. Ce n'étaient plus des larmes de chagrin, mais des larmes d'espoir. « Vous allez vraiment m'aider ?» La mère de Kevin, en sanglots, regarda Amélie, une petite lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Amélie hocha la tête. « Oui, je vais vous aider, mais il faudra un repentir sincère de la part de votre fils. » Elle prit la main de la mère et parla avec sincérité. À ce moment-là, Amélie sortit son téléphone. Elle composa un numéro avec aisance et commença un appel. « Allô, je suis Amélie Dubois,
la personne qui a signalé l'incident tout à l'heure. J'ai quelques informations à vous communiquer concernant le cas de M. Kevin Durand. En entendant les mots d'Amélie, une petite lueur d'espoir naquit sur le visage de la mère. Tristan Leclerc, regardant la scène, avait les yeux rouges. Ils avaient failli pousser Kevin au bord du gouffre par leur stupidité, mais Amélie leur offrit une nouvelle chance. Tristan s'approcha de la mère de Kevin et s'inclina profondément. « Madame, nous sommes vraiment désolés. C'est nous qui avons entraîné Kevin dans cette situation, c'est notre faute. » Sa voix était pleine de sincérité. Les autres voyous s'inclinèrent également. Kevin est en fait un bon gars. C'est nous qui l'avons entraîné sur la mauvaise voie. Leur confession fit encore plus mal au cœur de la mère, mais en même temps, elle lui montra qu'il regrettait sincèrement. L'appel d'Amélie se termina. Elle dit à la mère: « J'ai demandé la coopération de la police. Pour l'instant, si votre fils revient, s'excuse directement ici et promet de changer de vie, j'ai demandé qu'ils envisagent une réduction de peine. » En entendant ces paroles, la mère fondit en larmes de gratitude. « Merci infiniment. » Elle serra fermement la main d'Amélie. Le général Legrand, témoin de toute la scène, sourit avec satisfaction. Il réalisa une fois de plus qu'Amélie n'était pas seulement une combattante, mais aussi une véritable leader. 30 minutes plus tard, une voiture de police arriva sur la place. Kevin en descendit, accompagné de 2 policiers. Il avait la tête baissée, le visage blême, les yeux rouges. Il regrettait sincèrement son acte stupide. Dès qu'il vit sa mère, Kevin courut vers elle et la serra dans ses bras. « Maman, je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Sa voix était entrecoupée de sanglots. La mère serra son fils dans ses bras et pleura avec lui. Leur scène émut les gens autour. Kevin se détacha de l'étreinte de sa mère et s'avança devant Amélie. Il s'inclina profondément pour s'excuser. « Madame, je suis vraiment désolé. J'ai été trop stupide. Vous m'avez donné une chance et je n'ai pas su l'apprécier. » Sa voix était pleine de sincérité. Amélie lui tapota l'épaule et dit: « Monsieur Kevin Durand, c'est votre dernière chance. Promettez de changer à partir de maintenant. » Kevin hocha la tête. « Oui, je tiendrai parole. À partir de maintenant, je vivrai honnêtement. » Son regard n'était plus hésitant. Il semblait avoir trouvé le chemin qu'il devait suivre. Amélie s'approcha de Kevin et de sa mère. « Madame, j'ai entendu dire que votre fils avait un don pour la cuisine. Dans les programmes organisés par la mairie, il y a aussi des cours de cuisine. Ce serait formidable de distribuer des repas bénévolement et d'apprendre à cuisiner en même temps. » En entendant ces paroles, les yeux de Kevin s'illuminèrent. « Vraiment? Il y a aussi ce genre de programme ?» Sa voix était pleine d'espoir. Amélie hocha la tête. « Oui, je vais vous mettre en contact. Utilisez votre talent pour faire le bien. » Une parole chaleureuse d'Amélie avait semé une graine d'espoir dans le cœur de Kevin. Il n'errerait plus dans les ténèbres. 6 mois passèrent. Dans un centre de distribution de repas caritatifs de la ville, 4 hommes en gilet orange s'affairaient. C'était Tristan Leclerc, Kevin Durand et les 2 autres. Les tatouages sur leurs cous et leurs bras étaient toujours là, mais leur regard avait changé. L'arrogance et la folie avaient disparu, remplacées par l'humilité et le sérieux. Le premier samedi de chaque mois, ils participaient à la distribution de repas aux personnes âgées isolées. C'était le 6e mois qu'ils faisaient ce travail. Au début, tout était maladroit et difficile. Porter des boîtes de repas lourdes et monter et descendre des escaliers raides ne correspondait pas à leur vie de voyous. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient faire ça. Leur amour-propre était blessé et ils étaient devenus la risée de leurs anciens complices. « Hé, Tristan, t'as laissé tomber le business pour faire la charité ?» Leur moquerie était comme des poignards dans leur cœur. Surtout pour Kevin, c'était très difficile. Il se demandait constamment pourquoi il devait faire du bénévolat. « Chef, on est vraiment sûr de ce qu'on fait ?» Sa voix était pleine de mécontentement. Mais avec le temps, leurs pensées commencèrent à changer. Ils virent le regard chaleureux des personnes âgées recevant les repas. « Mes jeunes,
Merci beaucoup. Grâce à vous, je mange à ma faim. Les remerciements sincères des personnes âgées firent peu à peu fondre leur cœur. Ils ne se contentaient plus de distribuer des repas, ils devenaient les confidents des personnes âgées seules, écoutant leurs histoires. C'était la première fois de leur vie qu'ils faisaient quelque chose de vraiment utile pour les autres. Ils y trouvèrent une petite joie, une joie qui ne pouvait pas être achetée avec de l'argent. Pour Kevin, c'était encore plus spécial. Après avoir terminé ses cours de cuisine, il commença à élaborer lui-même les menus des repas qu'il distribuait. Il préparait des plats adaptés à la santé des personnes âgées et cherchait des saveurs qui leur plairaient. Ces plats apportaient une grande joie aux personnes âgées. Kevin, ce que tu prépares est vraiment délicieux. C'est comme la cuisine de maman. Les compliments des personnes âgées rendaient Kevin vraiment heureux. Il réalisa pour la première fois que son talent pouvait être utilisé ailleurs que dans la violence. Ses yeux brillaient d'espoir. Il commença à rêver de devenir chef cuisinier. Tristan, à travers le bénévolat, réfléchit à sa vie. Pendant toutes ces années, pourquoi avait-il vécu? La violence, l'argent et la futilité. Tout cela ne lui avait laissé qu'un vide. Il se souvint des paroles d'Amélie. « Je voulais te sauver ». Maintenant, il comprenait le sens de cette phrase. Elle lui avait donné une chance de trouver un sens à sa vie, pas seulement la force. Il changea progressivement. Il n'agissait plus avec brutalité. Il écoutait les histoires des personnes âgées et compatissait à leur douleur. Il apprenait la chaleur humaine de ceux qu'il avait autrefois piétinés. Il formait maintenant une nouvelle communauté. Ils n'étaient plus chefs et sbires, mais des coéquipiers. Ils partageaient leurs peines et soutenaient leurs avenirs respectifs à travers le bénévolat. Le premier samedi de chaque mois, après avoir distribué les repas, ils envoyaient un message à Amélie. « Madame, l'activité bénévole de ce mois-ci est terminée. Tout s'est bien passé. » Leur message contenait toujours de la gratitude envers elle. Amélie, à chaque fois qu'elle lisait leur message, souriait. Sa vengeance s'accomplissait progressivement. Elle avait choisi de les sauver au lieu de les écraser. Une fois, Alain Moreau participa également à l'activité bénévole. Il troqua son costume noir contre un gilet orange. Il se sentait mal à l'aise, mais entra sincèrement en contact avec les personnes âgées. Il leur tendit lui-même les boîtes de repas et dit « Madame, monsieur, bon appétit ». Sa voix tremblait, mais contenait de la sincérité. Il était vraiment reconnaissant de la chance qu'Amélie leur avait donnée. Il vit le changement de ces hommes et réalisa qu'il devait changer lui aussi. Il dit à Amélie « Est-ce que je peux apprendre quelque chose, moi aussi ?» Ces paroles signifiaient un nouveau départ. Alain Moreau ne put répondre à la question d'Amélie. Il était en train de revoir sa vie. Toute sa vie, il avait vécu par la force et la violence, mais tout s'était effondré en un instant. Il avait saisi la chance qu'Amélie lui avait offerte. Il réalisa qu'elle avait raison. La violence n'était pas tout. « Est-ce que je peux apprendre quelque chose, moi aussi ?» Sa voix était pleine de sincérité. Amélie hocha la tête à sa question. « Bien sûr. Si vous voulez recommencer, je serai toujours là pour vous aider. » Ces paroles firent vaciller le regard d'Alain Moreau. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. L'espoir. 2 mois plus tard, leur histoire fut publiée dans un journal local. La journaliste Chloé Lambert avait écrit un article sur eux intitulé « La méthode de réhabilitation spéciale d'une enseignante ». L'article se propagea rapidement sur les réseaux sociaux. L'histoire incroyable qui s'était déroulée sur la place le jour de la fête nationale toucha profondément les gens. Et 1 mois plus tard, leur histoire fut même diffusée au journal télévisé. Leur histoire commença à être connue de tout le pays. Amélie et les anciens voyous refusèrent les interviews, mais les images de leur bénévolat furent filmées et diffusées à toute la nation. Une petite activité bénévole dans un arrondissement de Paris se propageait dans tout le pays. Les présentateurs du journal télévisé commentèrent leur histoire. D'anciens voyous à qui l'on a donné une chance de se réinsérer servent maintenant la société et vivent une nouvelle vie. Leur changement apporte un écho profond à de nombreuses personnes. À l'écran,
On les voyait distribuer des repas aux personnes âgées, rire et discuter avec elles. Tristan, regardant ces images, avait les yeux rouges. On est à la télé, murmura-t-il, incrédule. À ce moment-là, le téléphone d'Amélie sonna. L'appelant était un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Elle écouta attentivement. « Oui, monsieur », sa voix tremblait de tension. « Bonjour, Madame Dubois. Nous souhaitons étendre votre programme de réhabilitation aux établissements pénitentiaires de tout le pays. Votre programme aidera grandement les détenus à se repentir sincèrement et à se réinsérer dans la société. » En entendant le fonctionnaire, Amélie fut stupéfaite. « Dans tout le pays, mais ce n'est pas le fruit de mon seul travail. Ce résultat a été obtenu grâce à l'effort conjoint de ces personnes. » Elle regarda les bénévoles. Le fonctionnaire fut impressionné par son humilité. « C'est vrai, mais sans votre courage et votre détermination, cela n'aurait pas été possible. Vous êtes une véritable héroïne. » Amélie, entendant ces mots, pensa en elle-même. « Je ne suis pas une héroïne, j'ai été une ratée. » Elle se souvint de sa blessure passée, du souvenir du jour où elle n'avait pas pu sauver l'enfant. Elle n'était toujours pas libérée de ce sentiment de culpabilité. Mais maintenant, les gens devant elle l'appelaient une héroïne. Elle vit la sincérité dans leurs yeux. Elle réalisa que sa vengeance s'était accomplie en les sauvant. Amélie raccrocha et regarda les bénévoles. Tout le monde a vraiment beaucoup travaillé. Maintenant, nous pouvons aider encore plus de gens. Votre histoire va se propager dans tout le pays et apporter de l'espoir à beaucoup plus de monde. En l'entendant, Tristan s'inclina profondément. « C'est nous qui devons vous remercier. Vous avez changé nos vies. » Sa voix était pleine de sincérité. Quevin, en sanglots, dit « Je vais devenir chef cuisinier. Un jour, venez absolument dans mon restaurant pour goûter mes plats. » Ses yeux brillaient d'espoir. Le crépuscule tombait. Le coucher de soleil vu de la fenêtre était magnifique. Amélie les regarda et sourit. Sa vengeance était accomplie. Ce n'était pas une vengeance par la violence, mais une vengeance par le pardon et l'espoir. Elle se souvint des paroles de son père. La vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transformer l'ennemi en allié. Maintenant, elle comprenait parfaitement le sens de cette phrase. Elle aurait pu faire d'eux des ennemis, mais elle avait choisi la voie de les transformer en alliés, et cette voie les avait sauvés, et l'avait sauvée elle-même. Sa vengeance ne faisait que commencer. Elle continuerait à aider plus de gens et à leur apporter de l'espoir. Le temps passa, mais tout ne fut pas paisible. Alain Moreau dut faire face à une opposition inattendue au sein de sa propre organisation. Ces hommes furent stupéfaits de le voir porter un gilet orange et distribuer des repas. Ils pensaient qu'Alain Moreau s'était affaibli. « Patron, pourquoi on doit faire ce genre de bénévolat? C'est la honte. On n'ose plus regarder personne en face. » Kim Vin, un des meneurs de la bande, se plaignit à Alain Moreau, les yeux pleins de défi. Vin avait toujours convoité la place de Moreau. Moreau, furieux de la plainte de Vin, l'attrapa par le col et dit brutalement « Hé, Kim Vin, tu penses que ce que je fais est une honte? Quand vous avez foutu le bordel sur la place, tu sais comment j'ai dû galérer pour tout nettoyer ?» Sa voix contenait un poids plus lourd que n'importe quelle menace violente. Mais Kim Vin ne se laissa pas démonter. Il ricana et dit « Et alors, juste parce qu'on a perdu contre une femme, on doit s'agenouiller et faire ça? Patron, t'es fini. » Les paroles de Kim Vin furent comme un coup de poignard dans le cœur d'Alain Moreau. La rumeur qu'il avait perdu sa crédibilité de chef commença à se répandre dans le milieu. On refusa de lui obéir. Moreau dut se battre pour protéger son pouvoir et son leadership, mais il ne voulait pas utiliser ses points. Il voulait utiliser la méthode qu'Amélie lui avait enseignée. Il dit à Kim Vin « D'accord, dans 2 jours, toi et moi, on règle ça définitivement. » Son regard ne vacilla pas. Il avait son propre plan. Il comptait briser l'arrogance de Kim Vin de la même manière qu'Amélie l'avait fait. 2 jours plus tard, Alain Moreau et Kim Vin se firent face devant les membres de la bande. Kim Vin
était confiant en sa victoire. Il croyait que Moreau n'utiliserait pas ses points. À ce moment, Alain Moreau prit la parole. « Kim Vinh, je te pose une question. Pourquoi tu as rejoint cette bande ?» Kim Vinh fut décontenancé par la question inattendue de Moreau. « Pour avoir de la force ?» Patron, face à sa réponse, Moreau hocha la tête. « C'est vrai. Nous avons cherché la force. Mais qu'est-ce que cette force nous a apporté ?» Ces paroles touchèrent les membres de la bande. Nous avons obtenu la force, mais nous avons tout perdu. Famille, amis, et même notre dignité. La voix de Moreau était pleine de sincérité. Il cita les paroles qu'Amélie lui avait dites. « J'ai cru que la force était tout, mais je me suis trompé. La vraie force, ce n'est pas d'écraser les autres, mais de les aider à se relever. » Ces paroles firent se crisper le visage de Kim Vinh. Il était troublé par la sincérité de Moreau. Moreau continua. « Tu peux me trouver faible, mais c'est maintenant que je suis le plus fort, car j'ai acquis la force de changer les gens. » À ce moment, Tristan, Kevin et les autres bénévoles apparurent. Leurs visages étaient sereins, leurs yeux brillaient d'espoir. « Vin, on a changé. Depuis qu'on a commencé le bénévolat, c'est la première fois qu'on nous traite comme des êtres humains, » dit Kevin, sa voix pleine de sincérité. Tristan ajouta. « Patron, Moreau nous a donné une nouvelle vie. Faire du bénévolat n'est pas une honte, ça nous a donné la vraie liberté. » Leur confession sincère laissa Kim Vinh sans voix. Kim Vinh réalisa qu'il s'était trompé. Il pensait que la force était tout, mais ce qu'Alain Moreau montrait était une force au-delà de la force de changer les gens. Finalement, il s'agenouilla. « Patron, j'ai été stupide, pardonnez-moi. » Sa voix tremblait. Alain Moreau aida Kim Vinh à se relever. « C'est bon. Maintenant, toi aussi, recommence avec nous. » La décision d'Alain Moreau fit entrer l'organisation dans une nouvelle ère. Il ne se battait pas pour protéger son pouvoir. Il se battait pour protéger ses camarades. Son leadership devint encore plus solide. Il semait les graines d'espoir qu'Amélie lui avait données aux autres. Alain Moreau accepta la reddition de Kim Vinh. Il ne se battait pas pour protéger son leadership. Il se battait pour protéger ses camarades et ouvrir une nouvelle voie. Sa décision provoqua une grande vague au sein de l'organisation. Les membres de la bande virent sa sincérité et le respectèrent encore plus. Ils ne poursuivaient plus la violence et la futilité. Ils trouvèrent un nouveau sens à leur vie à travers le bénévolat. Et leur changement mena à la réalisation du rêve d'une personne. 6 mois plus tard, dans une petite ruelle de Paris, un restaurant coquet ouvrit ses portes. C'était un petit restaurant nommé l'Aube. Le propriétaire n'était autre que Kevin Durand. Le même Kevin Durand qui avait brandi un couteau pour semer le trouble sur la place le jour de la fête nationale. Il avait nourri son rêve de devenir chef grâce au bénévolat. Son rêve était devenu réalité grâce à Amélie et à ses camarades. Tristan avait investi toutes ses économies pour aider Kevin à ouvrir son restaurant. Alain Moreau l'avait également soutenu matériellement et moralement. Ils ne se battaient plus pour voler de l'argent. Ils unissaient leurs forces pour le rêve d'une personne. Le jour de l'ouverture, le restaurant était bondé. La première à arriver fut Amélie. Elle sourit radieusement et félicita Kevin. « Kevin, félicitations. Tu as réalisé ton rêve. » Kevin, les larmes aux yeux, regarda Amélie. « C'est grâce à vous, madame. Sans vous, je n'ose même pas imaginer ce que je serais devenue. » Sa voix était pleine de sincérité. Amélie lui tapota l'épaule et dit « Non, c'est le résultat de tes propres efforts. » Ces paroles chaleureuses réchauffèrent encore plus le cœur de Kevin. Dans le restaurant, il y avait aussi les personnes âgées avec qui il s'était lié d'amitié grâce au bénévolat. Elle n'avait plus peur de Kevin et de sa bande. Elle les accueillait comme leurs propres enfants. « Kevin, ce que tu as préparé toi-même doit être délicieux. Mon petit est devenu chef. Je suis si fière. » Une vieille dame prit la main de Kevin et dit. Kevin lui serra la main et versa des larmes. « Merci beaucoup, madame.
Maintenant, je vais vous préparer plein de bons petits plats. » Ses yeux étaient remplis de sincérité. Amélie, voyant la scène, sourit avec satisfaction. Sa vengeance s'accomplissait de la plus belle des manières. À ce moment, Alain Moreau, en costume élégant, entra dans le restaurant. À ses côtés, Kim Van et d'autres membres. Il ne portait plus de costume noir, mais des vêtements normaux. Tous félicitèrent Kevin. Ils n'étaient plus membres d'une organisation criminelle. Ils étaient les collègues du restaurant L'Aube. Alain Moreau tapota l'épaule de Kevin et dit « Bien joué, Kevin. Ce restaurant est l'espoir de nous tous. » Sa voix était pleine de sincérité. Kim Vin s'inclina également et s'excusa auprès de Kevin. « Kevin, j'ai été stupide, pardonne-moi. » Kevin accepta sincèrement leurs excuses. Le général Legrand passa également au restaurant. Il sourit avec satisfaction en voyant Amélie, Alain Moreau, Kevin et Tristan. « Amélie, tu as réussi. Ton père serait certainement très fier. » En entendant ces paroles, Amélie hocha la tête. Dans son cœur résonnaient les paroles de son père. La vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transformer l'ennemi en allié. Maintenant, elle comprenait parfaitement le sens de cette phrase. Elle les avait relevés au lieu de les abattre. L'inauguration du restaurant se termina avec succès. Kevin invita Amélie à goûter un plat qu'il avait préparé lui-même. Elle mangea avec appétit et dit « C'est vraiment délicieux. Ton rêve est merveilleux. » Kevin rougit à son compliment. Leur histoire fut connue de tout le pays grâce à l'article de la journaliste Chloé Lambert. Les gens furent émus par le changement de Kevin et de sa bande. Leur histoire apporta de l'espoir à beaucoup de gens. Le restaurant L'Aube n'était pas un simple restaurant. C'était un symbole d'espoir. L'inauguration du restaurant L'Aube s'était terminée avec succès, mais leur tranquillité ne dura pas longtemps. Le programme de réhabilitation, étendu à l'échelle nationale, devint une menace pour les forces qui se cachaient dans l'ombre de la société. D'autres organisations criminelles ne voulaient pas que leurs membres se repentent, et les forces obscures qui profitaient d'un système corrompu commencèrent à freiner Amélie. Ils n'utilisèrent pas la violence directe. Ils entravèrent subtilement leurs plans. Leur combat ne faisait que commencer. D'abord, des dénonciateurs anonymes commencèrent à répandre de fausses rumeurs sur Amélie dans les médias. Une ancienne des forces spéciales a commis une erreur fatale en opération, causant la mort d'un enfant. Leur article toucha la blessure la plus profonde d'Amélie. Les médias la dépeignirent non pas comme une héroïne, mais comme une meurtrière impitoyable. La journaliste Chloé Lambert savait que ces accusations étaient fausses, mais ne pouvait pas arrêter le flot massif des médias. Amélie fut assaillie par les journalistes. Son passé fut de nouveau exposé au public, et les gens commencèrent à douter d'elle. En même temps, les bénévoles participant au programme L'Aube commencèrent à être menacés. Des membres d'autres bandes vinrent menacer Tristan et Kevin. « Hé, Tristan, vous vous prenez pour qui ? Allez dire à cette femme que si elle touche à notre bande, elle aura affaire à nous. » Leur voix était glaciale. Le restaurant L'Aube subit également des dommages. Des inconnus brisèrent les fenêtres du restaurant et déposèrent de fausses plaintes concernant l'hygiène. Kevin était désespéré. « Patron, pourquoi ça nous arrive ?» Sa voix tremblait de peur. Tristan dit à Kevin, « Kevin, reprends-toi. C'est ça, le vrai combat. Avant, on se battait avec nos poings, mais maintenant, c'est différent. » Il se souvint de ce qu'Amélie leur avait enseigné. On ne répond pas par la violence. Ce qu'on doit faire, c'est prouver qu'on a changé. Alain Moreau leur donna également de la force. Il utilisa son organisation pour contrer les menaces des autres bandes. Il appela Amélie et dit « Madame, ils n'ont pas peur de nous. Ils ont peur de notre changement. » Sa voix était calme, mais contenait une volonté de faire. Amélie demanda l'aide du général Legrand. Le général Legrand appela directement les dirigeants de la police nationale et du parquet. Ici, le général Legrand. Le programme initié par ma protégée est victime de calomnie. La justice ne doit pas être rendue dans l'ombre. Ne fermez pas les yeux sur l'injustice qui se déroule sous vos yeux. En entendant ces paroles, les autorités se mirent immédiatement au travail.
Ils commencèrent à enquêter sur les forces qui entravaient le programme L'Aube. Leur menace n'était plus efficace. Amélie n'était plus seule. Derrière elle se trouvaient la loi et la justice. Et le plus important, c'est qu'ils avaient eux-mêmes changé. Tristan, Kevin, Alain, Moreau et les autres bénévoles ne fléchirent pas face aux menaces. Ils continuèrent leur bénévolat. Ils voulaient rendre l'amour et l'espoir qu'ils avaient reçus aux autres. Ils prouvèrent que leur changement était réel. Ils envoyèrent un message au monde à travers leur vie. Nous pouvons changer. Leur message toucha le cœur des gens. Leur histoire continuera. Leur combat n'est pas terminé, mais ils ne sont plus seuls. Ils se battront ensemble et gagneront ensemble. Amélie regarda par la fenêtre et sourit. Son père avait raison. La vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transformer l'ennemi en allié. Elle avait choisi le salut au lieu de la vengeance, et en conséquence, elle avait guéri ses propres blessures et trouvé une nouvelle vie. Elle commençait maintenant un nouveau combat. Un combat pour semer des graines d'espoir et les protéger pour qu'elles portent leurs fruits. Et ce combat continuera aujourd'hui, demain et pour toujours.